Merci beaucoup à tous d'être venus. On va effectivement essayer de vous présenter quelque chose qui est un travail très collectif, puisqu'on s'est mis à 5-6 pour préparer tout ça, et vous parler du verre. Pourquoi le verre? Parce que voilà, l'UNESCO a décidé que cette année était l'année internationale du verre, et vous voyez ce qui est indiqué. L'Assemblée générale des Nations unies rappelle que le verre est un acteur du développement durable. Grâce à sa polyvalence et à ses capacités techniques inégalées, le verre, sous toutes ses nombreuses formes, a favorisé d'innombrables avancées culturelles et scientifiques. Donc, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Pour les gens, c'est incolore, c'est transparent et c'est fragile. Alors nous, on va vous montrer que ce n'est pas tout ça. Que c'est un bon isolant pour des tas de raisons, que c'est un matériau intéressant inerte chimiquement, que c'est un matériau qui a beaucoup de propriétés mécaniques. Alors évidemment, vous savez que c'est transparent, donc on vous a remis ici pour la décoration un petit peu un beau spectre. La lumière passe à travers ce gros prisme de verre. On en a un deuxième, là vous voyez, ce sont de très gros prismes en verre. Et évidemment, ça transmet la lumière et puis on a fait un bel arc-en-ciel là-bas en haut, pour le plaisir. Mais ce n'est pas trop de ça dont on va parler. Alors d'abord, le verre, ce n'est pas toujours incolore, ce n'est pas toujours transparent. On a mis là quelques images, d'abord du verre naturel. Le verre naturel, c'est en particulier l'obsidienne. Alors on a un bloc d'obsidienne là qui nous a gentiment été prêté par Gérard Panzer. On va le faire circuler peut-être. Et vous voyez que ce n'est pas du tout incolore. Mais c'est un verre naturel avec lequel les hommes préhistoriques ont fait des tas d'objets, donc des pointes de flèches ou aussi des racloirs. Alors ici, vous avez 2 racloirs préhistoriques, c'est ça. C'est pareil, prêté par Gérard. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui a demandé si les hommes préhistoriques l'utilisaient pour se raser. Je ne sais plus lequel de mes collègues a demandé ça tout à l'heure. Bon, il n'y a pas la réponse? Je crois pas. Bon. On a aussi ce qui s'appelle des fulgurites, qui sont en fait des impacts de foudre sur le sable. Et tout ça, ça permet d'abaisser la température. Et c'est ce qui est utilisé pour faire le verre actuellement. Alors si on refroidit ce verre fondu très rapidement, ça cristallise. Alors là, je crois qu'on va vous montrer que ça fond. C'est une baguette de verre. C'est ce que font tous les souffleurs de verre quand ils travaillent le verre. On peut parler de la coloration. Alors vous voyez, la flamme est orange, ce qui montre qu'il y a du sodium là-dedans. C'est typiquement la couleur de flamme du sodium. Ça se ramollit. Et voilà, ça a fondu. Là, c'est cassé. Et on a des petits filaments au bout, là. Ensuite, on peut faire fondre. Tu peux en faire fondre un autre, si tu veux. On voit sur la caméra. Là, on fait fondre. On a une goutte de verre fondu qui va tomber, hop, qui est tombée dans l'eau. On vous montrera le résultat après. On pourra proposer à la fin de proposer aux gens de fondre. Bon, à la fin, il y en a qui pourront venir voir de plus près et on pourra vous montrer comment faire fondre le verre. Bon, c'est un peu long. Un peu long, ouais. La flamme n'est pas très puissante. Il faut quand même atteindre une certaine température pour réussir à le faire fondre. Mais vous voyez que c'est un liquide visqueux et la viscosité du verre à environ 1500 degrés, c'est la même que celle du miel à température ambiante. Donc le miel, vous voyez bien à quoi ça ressemble, comme liquide visqueux. Et le verre à 1500 degrés, ça a la même viscosité que le miel. Bon, c'est bon pour ça. Alors, ici, vous avez
caractéristique de quelques verres courants, mais je crois que le tableau n'est pas très visible, donc on va un peu passer assez vite, sachant qu'il y a des additifs qui permettent d'obtenir des verres particuliers. Alors, les additifs les plus classiques, disons, c'est le bore. Ça donne tout ce qu'on appelle les verres borosilicatés, qui résistent mieux au choc thermique que le verre ordinaire. Ça a été inventé en 1887 par un monsieur qui s'appelait Otto Schott. Et ensuite, ça a été commercialisé à plus grande échelle par Taylor chez Corning en 1912. Ça, c'est des Américains qui a fabriqué quelque chose qu'il commercialisait sous le nom de Nonex. Et puis après, c'est devenu la marque Pyrex en 1915. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Pyrex? Parce qu'à l'origine, le PY, c'était le mot paille en anglais, vous savez, pour faire les tartes. Parce que les premiers objets ont été des moules à tarte. Et puis après, ça a servi à tout le matériel de chimie, les ballons, etc., les biberons. Vous voyez là à droite un joli biberon de la marque Pyrex. C'est sur le site de la maison Pyrex, vous trouvez des tas d'objets, et entre autres ces jolis biberons. Et puis toute la verrerie de laboratoire, donc en verre borosilicaté. Un autre additif important, c'est le plomb. Et ça donne ce qu'on va appeler le cristal. Sachant que ce qu'on appelle le cristal, en verrerie, c'est du verre. Ce n'est pas des cristaux comme les cristaux naturels. C'est du verre. Et alors là, l'intérêt du plomb, quand on en a au moins 23% d'oxyde de plomb en masse dans le produit, on a un meilleur indice de réfraction. On reparlera de l'indice de réfraction tout à l'heure, ce qui fait qu'on a un verre plus brillant, qui renvoie mieux la lumière. On a quelque chose qui est plus dense, et puis c'est plus facile à tailler, ce qui permet de faire des objets comme cette carafe là en verre taillé. Et puis ça a l'avantage d'être opaque au rayon X. Alors il y a de nombreux autres additifs dont on pourrait parler, qu'on voyait dans le tableau tout à l'heure, et qui permettent de faire des tas d'autres propriétés pour le verre. Alors on va en venir d'abord aux premières propriétés, les propriétés optiques. On a mis ici un matériau, enfin le schéma d'un matériau cristallisé et le schéma d'un matériau amorphe. Dans un matériau cristallisé, les atomes sont bien rangés, alors que dans un matériau amorphe, tout est un peu en désordre. Ce qui fait que la lumière ne se réfracte pas du tout de la même façon dans les deux matériaux. Et ce comportement, évidemment, dépend de la longueur d'onde, c'est pour ça qu'on a des spectres. Alors, grâce à une idée de Mathieu, on va vous montrer la différence entre un matériau cristallisé et un matériau amorphe. Le matériau en question, c'est tout simplement le sucre. Le sucre cristallisé. Vous avez tous vu du sucre cristallisé, c'est pas transparent. Mais vous avez peut-être aussi tous fait du caramel. Et le caramel, c'est transparent. Et là, on peut vous faire passer le superbe caramel fait par Mathieu. C'est vraiment transparent, parce que du coup, c'est devenu amorphe. Et quand ça vieillit, d'ailleurs, ça recristallise un petit peu. On a ici du caramel qui a été fait il y a une dizaine de jours maintenant. Il est plus transparent, il est encore un peu translucide, mais il a recristallisé tout seul. Alors que celui fait hier, avant-hier, oui. Mathieu, il est encore bien transparent. Parce qu'on est passé d'un matériau cristallisé, le sucre cristallisé, à un matériau amorphe, le caramel. Voilà, vous voyez bien que c'est transparent. Donc en fait, quand on passe du sable qui n'est pas transparent au verre, on a exactement la même chose que quand on passe du sucre cristallisé au caramel. Donc vous pouvez faire la manip chez vous facilement. Alors pour ce qui est des propriétés optiques, je vous ai remis ici quelques propriétés archi-classiques sur la lumière. Quand on passe d'un milieu à un autre, les milieux sont caractérisés par leur indice optique. Si l'indice du second milieu, je suppose que la lumière vient de la gauche là, si l'indice du second milieu est plus grand que celui du premier, la lumière se rapproche de la normale. Si l'indice est plus petit, elle s'éloigne de la normale, et si l'angle d'incidence est suffisamment grand, il arrive un moment où du coup on a une réflexion totale. La lumière ne pénètre plus dans le matériau, elle se réfléchit. Si vous avez au contraire deux matériaux avec exactement le même indice optique, vous ne voyez pas la différence. C'est ce qui se passe quand on met un bâton de verre dans de la glycérine, là, vous pourrez venir voir, vous ne verrez plus le bâton, parce que les deux matériaux ont le même indice.
Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la réflexion dans des tiges de verre. Voilà, vous voyez, on voit plus le bâton parce que les deux indices optiques sont les mêmes. Si j'avais réussi à trouver un morceau de cristal, on aurait peut-être vu que le cristal, on le voyait parce que l'indice n'est pas tout à fait le même. J'ai pas réussi à trouver un petit cristal assez bien. Bon, là maintenant, on va vous montrer ce qui se passe quand on fait pénétrer la lumière dans une tige de verre. C'est le principe qui est illustré quand on a des fibres optiques. Donc les fibres optiques, de façon plus industrielle, ça ressemble à ça. C'est un câble. C'est ce qui vous permet d'amener... Il faut que tu l'accroches. Ok. Sinon, on va être content. Voilà, double micro. Donc les fibres optiques, c'est ce qui vous permet notamment d'amener de la fibre et Internet à haut débit jusque dans vos maisons. Ça a un aspect un petit peu d'un câble. C'est malgré le fait que ce soit du verre, en fait, on a la caractéristique que le verre, ça peut avoir une certaine déformation sans que ça se casse. Et puis, ça illustre aussi une propriété évidemment optique, qui est que le fait que le verre peut transmettre la lumière avec très peu de pertes. Parce qu'il faut savoir que l'Internet que vous recevez, il y a un certain nombre de câbles qui traversent tout l'Atlantique, donc ils font quelques milliers de kilomètres, pour amener un signal optique sans perte jusqu'à notre continent, si ça traverse l'Atlantique. Évidemment, en fait, c'est pas tout à fait sans perte, il y a des relais qui réamplifient tout ça, mais ça reste quand même une très très bonne propagation. Donc je vais l'illustrer avec ce barreau, on va dire que c'est une fibre optique. Tiens, je vais tenir ça, et je vais parler plus fort, c'est pas grave. Donc on a, ça serait une fibre optique, et là on a un laser. Eh bien, on peut voir que si on met le laser au bout de ce barreau, et que je peux vous le montrer, vous allez voir qu'on a effectivement une propagation de la lumière qui n'apparaît pas latéralement sur le barreau. On ne voit pas vraiment de lumière qui sort, mais elle sort très préférentiellement par le bout du barreau, ce qui est une représentation un peu macroscopique d'une fibre optique. On a pris le même barreau dans le labo, on l'a un peu tordu avec une flamme. Et ça va illustrer une autre propriété, c'est que la fibre optique, à condition qu'elle n'ait pas un angle trop élevé, elle va continuer à transmettre la lumière. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce que vous allez voir. Alors on a un petit peu plus de pertes, donc je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez là-bas ? Donc malgré la courbure de ce barreau, qui est quand même assez courbé, qui est même au-delà du raisonnable, on va dire, eh bien, on a toujours une propagation de la lumière à travers cette fibre. Et tout ça par le fait qu'on est dans la situation de réflexion totale qui est là-bas, c'est-à-dire que la lumière, même si elle rebondit, elle ne sort jamais de la fibre, et donc elle ricoche jusqu'à atterrir à une surface où elle arrive de façon perpendiculaire, et là, elle peut sortir. Okay. L'indice de l'air est plus faible que l'indice du verre. Donc on est dans la situation là-bas. Voilà. Et je crois que c'était tout pour l'optique. Oui, la fibre, elle est en train de tourner, là. On pourra mettre un laser dans la fibre, comme ça vous verrez. C'est un petit peu plus efficace qu'un barreau de chimie. La fibre qui circule, c'est, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est le genre de fibre qui va être utilisée en médecine, par exemple, pour toutes les explorations internes. Alors voilà, des fibres optiques. Alors le verre a aussi des propriétés thermiques. Vous avez vu qu'on peut faire fondre. Une fois qu'il est fondu, on peut le mouler, on peut le souffler, on peut aussi le filer, donc pour fabriquer les fibres optiques. Et puis évidemment, on peut le recycler indéfiniment. Alors on vous a mis là quelques valeurs de conductivité thermique. Et vous voyez que la conductivité thermique du cuivre, c'est 390 en watts mètre moins 1, Kelvin moins 1, alors que celle du verre, c'est de 1 à 2. Donc la conductivité thermique est vraiment très faible. On va montrer oui, alors je vous montre ici là, quelque chose trouvé chez les fabricants de fibres de verre. Vous voyez, du fil à coudre en fibre de verre. Et on vous explique que ça fond, mais ça ne brûle pas. C'est imputrescible, ça résiste à la corrosion, ça résiste aux agressions chimiques.
Et puis, propriétés textiles, ça a une faible résistance au frottement, enfin, ça a des tas de propriétés pour faire des textiles, entre autres des textiles qui résistent au feu, des textiles divers. Hein. Et vous voyez, c'est vendu en bobine. Ça a été breveté en 1930, hein, et la première personne qui avait écrit qu'on pouvait faire des fibres de verre, c'est M. Réaumur. Ah bon, alors, sur la conductivité thermique. Je reviens sur la conductivité thermique. Voilà, elle est là. Et du coup, on souhaiterait cette propriété de conductivité thermique. Surtout, on souhaiterait vous faire essayer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait un volontaire de la salle qui vienne manipuler avec nous pour aller tester le fait que le verre conduit la chaleur ou pas. Donc, avoir une conclusion d'une personne qui nous dise si le verre conduit la chaleur ou pas. Elle a signé une décharge. Alors j'approche cette partie-là en fait. D'accord. Quelle valeur? 0. Mais si c'était un fil de cuivre, hein, elle ne le tiendrait plus depuis longtemps. Et là, il ne faudra pas lâcher parce qu'il va se passer quand même des choses qui ne seront pas douloureuses, même des choses comme ça. Ne t'inquiète pas. Ça chauffe. Toujours pas. Non. Ça va fondre, Mathieu. Et ça fond. C'est fondu. Et ça colle en même temps, c'est ça parce que... En fait, ça a fondu, que ça s'est refroidi C'est immédiatement. refroidi immédiatement. Non, ça n'a pas chauffé. C'est pour ça, évidemment, qu'on utilise le verre comme isolant thermique, hein, la laine de verre comme isolant thermique. Alors, autre propriété qu'on ne va pas vous montrer, mais vous avez tous déjà fait cette manip, hein, de mettre un morceau de verre dans un circuit électrique, et vous savez bien que l'électricité c'est pas conducteur. Mais quand même, on vous montre les applications. C'est les applications que vous avez tous peut-être déjà vues, sinon vous remarquerez, au niveau des grands transformateurs électriques, quand vous avez des pylônes haute tension, vous avez toutes ces rondelles de verre qui servent à isoler les câbles des pylônes. Et vous voyez ce que dit le RTE, c'est-à-dire Réseau de transport électrique de France, là sur leur site. L'isolateur en verre trempé, qui est le plus répandu sur le réseau aujourd'hui, 98% des isolants. Les isolateurs en verre s'assemblent les uns aux autres en chaîne afin d'obtenir la longueur recherchée en fonction du niveau de tension de la ligne. Ils ressemblent à des assiettes emboîtées les unes sur les autres. Hein, vous voyez bien que ça ressemble effectivement à des piles d'assiettes. Et plus la tension est élevée, plus il y en a pour séparer le câble des pylônes. Et c'est du verre. Donc, bon, et puis, à l'époque où on faisait des appareils de physique démonstratifs, ben, vous avez les tiges qui sont toujours en verre. Et là, c'est pareil, on pouvait mettre des tensions de 10 ou 15 kV sans problème. On a des tiges en verre. Là, on ne fait pas d'expérience. Bon, l'inertie chimique, ben, vous savez bien que vous avez tous fait des bocaux à confiture, des bocaux stérilisés, tout ça c'est dans du verre. Les bouteilles de vin, c'est dans du verre. Mais on met aussi la conservation de produits toxiques. Hein, là, je vous ai mis une ampoule de brome. On n'en a pas trouvé? Si? Non, on n'a pas. Et puis, une autre utilisation du verre, c'est la vitrification des déchets. Alors là, on a aussi, grâce à Gérard Pincer, un échantillon de verre pour vitrifier les déchets nucléaires, qui n'a pas servi. Il y a juste l'échantillon du verre. Et vous voyez qu'à l'œil, ça ressemble beaucoup à l'obsidienne qu'on avait tout à l'heure. Si on ne savait pas lequel des deux, enfin Gérard, lui, sait lequel des deux est le bon, mais nous, si on a les deux côte à côte, on n'est pas très capable de les distinguer. Et là encore, ce n'est pas du verre transparent et ce n'est pas du verre incolore. Celui-ci, il chauffe un peu les doigts quand même. Bon, alors là, ça c'est la coupe d'un fût de déchets radioactifs vitrifiés. D'éviter que... Les protéger, c'est une protection puisque c'est inerte chimiquement de façon à ce que pour éviter que pour contenir la radioactivité et éviter qu'il y ait que le combustible. Ça protège quoi. Oui, c'est étanche.
tombent par terre ou qui s'envolent. Donc c'est pour limiter la dissémination. Et donc un verre, ça protège. Et ça permet d'incorporer n'importe quel radioélément du fait que le verre s'accommode avec les éléments chimiques qui sont dans le réseau. Intérieur. Ça peut être du plutonium, ça peut être de l'uranium, ça peut être n'importe quel élément peut être confiné. Okay. Mais par contre, ça ne bloque pas la radioactivité. C'est pas fait pour stopper la radioactivité, c'est uniquement pour éviter et éviter la dissémination sous forme de poussière. Okay. Alors, on voulait vous montrer aussi que c'est un bon isolant sonore. C'est le téléphone de... On a un récipient, là. Oups. Je vais faire sonner mon téléphone. Et vous avez là le meilleur moyen pour ne pas vous réveiller le matin. Donc là, et il sonne toujours. Hein. Garantie. Il sonne toujours. C'est le côté amorphe du verre qui permet de vraiment limiter la transmission du son qui se fait par vibration. Si vous avez le même en métal, vous entendrez beaucoup plus le son qui va sortir de l'enceinte. Alors, à ne pas confondre avec l'expérience qu'on fait très souvent, hein, où on fait le vide dans le récipient pour montrer que le son n'est transmis que quand il y a de l'air. Là, on laisse l'air, il n'y a pas de vide. Hein. C'est vraiment uniquement le couvercle. Alors, dernière lot de propriétés, ce sont les propriétés mécaniques. Et là, les collègues vont vous faire plein de petites expériences. Tu reprends. Oui. Alors, pour commencer, ce qu'on souhaiterait vous illustrer, c'est la propriété de dureté du verre. La dureté, c'est la manière dont le matériau va se déformer. Le matériau va se déformer, donc entre le fait qu'il puisse se déformer de manière élastique. Donc, par exemple, le matériau a une certaine élasticité. Voilà. Si on dépasse, voilà, il a une certaine élasticité. Donc, le verre a un modulium équivalent à l'aluminium. Donc, au niveau, c'est ce qui est illustré par la souplesse ou la rigidité du matériau, donc la manière dont il se déforme de manière élastique. Et cette propriété-là, de déformation élastique, elle va exister jusqu'à une contrainte appliquée, jusqu'à une déformation appliquée, qui s'appelle la limite élastique. Au-delà d'une certaine contrainte, voilà, si on applique une certaine contrainte sur une fourchette, par exemple en métal, vous allez réussir à déformer la fourchette, et elle va être déformée de manière plastique. Et le matériau, ce matériau, le verre, il a une propriété, c'est qu'au-delà d'une certaine contrainte appliquée, voilà, il va casser, il a un comportement fragile, comme vous avez tous vu le midi au restaurant universitaire ou chez vous, quand vous tombez un verre par terre. Voilà. Donc cette propriété-là de fragilité, donc elle dépend de la structure du verre. Et du coup, je vais commencer par la variation de fragilité avant de parler de la dureté par rapport aux autres métaux. Voilà. Donc ce qu'on voulait vous illustrer, c'est que ce verre-là, il a été fabriqué en fondant les oxydes et ensuite en refroidissant cette baguette, mais en refroidissant cette baguette de manière à conserver le matériau amorphe, donc avec une vitesse de refroidissement qui est rapide, pour pas qu'il cristallise, mais une vitesse de refroidissement qui n'est pas extrêmement rapide, on n'a pas fait une trempe du verre. Dans ce matériau-là, il a une propriété d'être fragile. À l'opposé, ce qu'on a préparé, c'est un peu l'expérience que j'ai fait tout à l'heure, c'est de faire fondre du verre et de le faire tomber dans de l'eau pour faire une trempe à l'eau. Et à ce moment-là, le matériau reste amorphe, mais la vitesse de refroidissement est beaucoup plus rapide. Et quand on fait ça, on obtient des gouttes de verre. Voilà, on en a une ici, qu'on ne voit pas très bien.
une goutte de verre qui s'appelle des larmes bataviques. Alors, je vous passe l'historique, je vous laisserai expliquer, Françoise. Mais du coup, ces gouttes de verre-là, donc, elles ont la propriété d'être un matériau amorphe qui a été refroidi très rapidement. Et le fait d'avoir refroidi très rapidement le matériau, on a changé ses propriétés mécaniques. Donc on a changé la limite à laquelle le verre va casser. Donc si je reprends ma baguette en verre classique et que je prends un marteau et que je reproduis l'expérience, hein. Ah pardon, ok, on va se concentrer. C'est pas facile avec un micro. Hein. J'ose pas. Je viens d'avoir un cobaye. Merci. Voilà. Donc là, on a un verre qui casse de manière fragile. Maintenant, décidément, voilà. Ce verre qui a été refroidi de manière beaucoup plus rapide que la baguette, maintenant, si on illustre sa propriété, la contrainte à laquelle le verre va casser est beaucoup plus grande. Donc il faut que je sois un peu plus... Voilà, je vais vous laisser le micro. Voilà. Donc la contrainte qu'on peut appliquer sur le verre est beaucoup plus importante. On a changé ses propriétés. Et maintenant, ce verre-là, voilà, ce verre-là, il est beaucoup plus résistant. Donc sa limite à la rupture, sa limite élastique à laquelle il va casser est beaucoup plus grande. Voilà. Bon, c'était pas un bon exemple. Voilà. Donc c'est pas facile à tenir. On peut changer les propriétés du verre en changeant la vitesse de refroidissement. Voilà. Si vous voulez, à la fin de l'exposé, vous pourrez venir essayer de casser du verre. D'habitude, on a l'habitude que le verre casse très facilement et soit très fragile. Là, on vous montre que le verre, il peut avoir une résistance beaucoup plus importante, une contrainte élastique beaucoup plus importante. Alors, ça s'appelle l'arme batavique, sans doute, parce que c'est en Hollande qu'on a dû faire ça la première fois. Et vous voyez qu'au XIXe siècle, dans les catalogues de matériel scientifique, on vendait ces larmes bataviques. Ici, elles sont à la douzaine. Mais il y a des catalogues où ils les vendaient à la centaine aussi. Et c'était justement pour montrer que le verre, une fois qu'il avait été trempé, n'était plus fragile. Donc, cette image-là, c'est dans un catalogue 19e siècle. Puis ça, c'est une des larmes faites par Jérôme la semaine dernière. Il en a fait des plus jolies ce matin encore. Du coup, ça c'était pour vous illustrer qu'en fonction de la vitesse de refroidissement, on peut changer la limite élastique à laquelle le verre va casser. Maintenant, ce qu'on voulait vous illustrer, c'est une propriété qui est liée à la limite élastique, qui est la dureté. Et la dureté du verre, tout le monde connaît ce matériau, donc tout le monde sait que le verre est extrêmement dur par rapport à d'autres matériaux. Donc on voulait vous montrer en comparant différents matériaux. Et là, j'ai besoin de mon assistant. C'est quoi? Ah oui, génial. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à montrer la dureté du verre en essayant de le classer par rapport à différents matériaux. Donc évidemment, si on prend par exemple du liège, bon, ce matériau-là, il a la propriété d'avoir une dureté très faible. Donc ce matériau-là, je ne vais pas y arriver non plus, ne va pas rayer le verre ou ne va pas laisser une empreinte sur le verre. Et cette plaque-là, c'est un polymère qui s'appelle du plexiglas, du polyméthacrylate de méthyle. Voilà. Et du coup, ce matériau-là non plus n'est pas rayé par le liège. Donc on peut considérer que le liège est le matériau qui a la dureté la plus faible. Ensuite, ce qu'on peut tester, c'est l'aluminium. Ouais, voilà. L'aluminium, il a une dureté sur donc, cette échelle de Mohs, je vous laisserai expliquer aussi, qui est autour de 2 à 3 sur l'échelle de Mohs. Et donc, du coup, l'aluminium est censé avoir une dureté inférieure à celle du verre. Voilà, donc, on va se poser la question, est-ce qu'avec l'aluminium, on peut rayer le verre? Donc, la réponse... J'y arrive pas, en fait. Voilà, la réponse est que le verre n'est pas rayé, alors que je vais pouvoir facilement rayer ce plastique-là, qui, lui, a une dureté entre 1,5 et 2. Voilà. Donc, on peut conserver le résultat de l'expérience, c'est-à-dire que le métal a une dureté plus faible que le verre. Le verre rayerait l'aluminium. En revanche, le verre rayerait l'aluminium, en effet. Et pour continuer à classifier, on peut essayer de savoir si
ce polymère va rayer le verre, donc la réponse est non. À l'inverse, le verre va pouvoir rayer le plexiglas. Voilà. Donc on continue notre classification, on va pouvoir mettre le verre, le métal, le plexiglas. Et le dernier matériau qu'on a essayé de tester, qu'on a trouvé juste avant de rentrer dans la bibliothèque sur le parking, c'est un caillou, une roche, donc équivalente à quelque chose qui est composé peut-être de quartz et de... Je demanderai à des spécialistes, voilà. Quelque chose qui doit contenir un tout petit peu de quartz, c'est un mélange d'autres choses. Et on va essayer de voir si on peut rayer déjà le polymère. Voilà, donc une dureté supérieure au plexiglas et par rapport au verre. Voilà, une dureté qui va être supérieure au verre. Voilà. Donc le verre, finalement, dans notre classification, c'est un matériau qui va être un des matériaux les plus durs. Après, bon, le diamant, on n'avait pas d'exemple. Le quartz, les roches ou le quartz, et enfin, donc, notre matériau. Voilà, je pense que c'est bon pour un... Alors, petite remarque, ce qu'on appelle du papier de verre, ce n'est pas du tout du verre. Oui, ce n'est pas du verre, c'est du corindon qui est posé sur le papier. Ben voilà, on vous a présenté un certain nombre de choses. Là, bon, évidemment, le verre, ça sert aussi dans l'art. On a plein d'exemples d'utilisation du verre dans l'art, et souvent du verre coloré, justement. Je pense que peut-être vous vous êtes aperçu que ça avait bien plus de propriétés que celles auxquelles vous pensez et que vous les utilisez tous les jours, ces propriétés. Voilà, merci de votre attention. Je peux vous proposer, si vous voulez, pour finir, de vous rapprocher. Enfin, déjà de poser des questions, pardon. Excusez-moi. Et ensuite de vous rapprocher. Est-ce qu'il y aurait, je sais qu'ils sont absolument clairs comme du verre, mais est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Il faut qu'on récupère le... Merci à tous les trois pour cette présentation très intéressante sur un matériau effectivement quotidien, mais on ne connaît pas forcément toutes les propriétés. Donc merci beaucoup. C'est super, vous organisez ce genre d'événements, je trouve, au niveau de Lyon 1. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, en introduction, par rapport aux fabriques de vitres. Vous disiez que les premières en France étaient apparues au XVe siècle. C'est ce que j'ai trouvé, oui. 1300 et quelques, je crois. Voilà, oui. Voilà. Mais alors, les fabriques de vitres, d'accord, mais on savait fabriquer les vitraux, par ailleurs, avant. Oui, on faisait, mais là, c'est de la fabrique de vitres vraiment pour tout le monde. Enfin, je pense une vraie industrie. La maîtrise du verre entre les vitraux et les vitres. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour... Enfin, si longtemps, parce que les cathédrales, les églises, elles ont des vitraux depuis qu'elles existent, je pense. Pourquoi le verre, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour pouvoir fabriquer des vitres Enfin, moi, j'ai mon idée, c'est que je pense que les vitraux, c'est quand même des petits morceaux de verre assemblés. Les vitraux, ce sont quand même des petits morceaux de verre assemblés. Les vitres, quand on pense vitres, ça devient déjà des beaucoup plus grandes surfaces. Donc, je pense que cette usine-là a commencé à faire vraiment des vitres, des vraies vitres, quoi. Plus de transparentes. Oui, les vitraux, en plus, ils sont toujours colorés. Non, je voulais juste dire, en fait, pour répondre à Nathalie. Voilà. En fait, avant, pour faire des vitres, la seule solution qu'ils avaient, c'était de faire des verres soufflés. Et de les aplatir. À la bouche, ils soufflaient des grandes... Un cylindre. Si tu veux. Et après, avec un chalumeau, ils venaient l'ouvrir. Et on l'aplatissait. On l'aplatissait, oui. Mais avec cette technique, en fait, il est limité en taille. Et effectivement, pour Versailles, il leur fallait des grandes vitres. Et ils ont inventé donc l'histoire du verre coulé sur des bains de plomb, je crois, et sur des bains de pain pour avoir ces grandes vitres. Donc les vitraux, c'est ce qui correspondait au départ à des plus petites vitres. C'était la réponse. Merci. Oui. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Alors moi, je suis intéressée par le verre dans l'art et la pratique vitrail et fusing. Et j'ai une question à propos du fusing, c'est-à-dire le verre fondu. Quand déjà, on ne peut pas mélanger tous les verres entre eux, puisque en fonction de leur COE,
quand ils refroidissent, ils sont plus compatibles entre eux. Donc, qu'est-ce qui change avec les différents COE qui fait que les verres ne sont plus compatibles entre eux? Je sais que c'est par rapport à la stabilisation au cours de la fusion et du refroidissement, mais je ne sais pas bien autrement comment ça marche. Alors même si on a fait même si on a fait l'atelier du verre, on n'est pas quand même... Je ne suis pas spécialiste. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand vous mélangez différents constituants pour fabriquer votre verre, vous partez de silice, SiO2, vous rajoutez des oxydes, alumine, oxyde de boron, etc. Et ce qui est très important, c'est que vous allez obtenir ce qu'on appelle généralement un équilibre entre différentes phases. Donc votre verre, ça peut être une seule phase amorphe. Voilà, comme ça. Donc les constituants, les produits initiaux que vous mettez dans votre mélange, quand vous les portez en température, ils vont se mélanger à l'échelle des atomes et former une structure amorphe comme Françoise l'a montré. Et ça vous aboutissez à former une phase. Et ce matériau-là, c'est une seule phase, c'est-à-dire où les constituants se sont mélangés initialement. Mais suivant la composition que vous choisissez, suivant la température, et même suivant la vitesse de refroidissement, vous pouvez former différentes phases. Une phase qui va être cristallisée, par exemple, mais aussi simplement différentes phases. Et à ce moment-là, on parle d'équilibre entre phases. Un diagramme d'équilibre entre phases. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vous pouvez avoir du coup plusieurs phases ou composés dans votre verre, suivant la composition que vous choisissez. Si vous changez la composition, vous allez... Oui, il y a peut-être Gérard ou David, là, vous pouvez peut-être vous avez peut-être des compléments. Il y a juste un terme que je ne connaissais pas vraiment, en fait, le terme COE. En fait, le terme COE, c'est des coefficients d'expansion thermique. Donc en fait, suivant effectivement la composition des verres, vous avez des coefficients d'expansion thermique, c'est-à-dire le comportement du matériau, à la fonction de la température. il va avoir à se dilater quand on le chauffe, il va se rétracter quand on le refroidit. Et effectivement, s'il y a des gros écarts entre vos deux verres, eh bien, vous allez avoir des risques de fracture, de craquage en fait, de stress en fait qui vont générer après des fissures. Donc ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est assez importante. Vous avez des lamelles de microscope? Je ne sais pas si on les a, je ne sais pas si elles sont là, les lamelles de microscope. Oui, mais en fait, dans le fusing... Ah oui, elles sont chez vous, oui, c'est vrai. Vous en aviez... Trop de spécialistes en même temps. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui. Si vous voulez, pour illustrer le problème de coefficient d'expansion thermique, et le coefficient d'expansion thermique du verre en particulier, je vais vous faire une petite expérience pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez le verre. Si tu retrouves les lamelles de microscope. Dans 5 minutes. Donc comme on a parlé de la conductivité thermique du matériau, qui est très faible, donc ça veut dire que vous pouvez tenir une baguette parce que la chaleur il y a très peu de chaleur qui se déplace à travers le matériau, donc vous pouvez tenir le verre très proche de l'endroit où il est à 1500, 1400 ou 1500 degrés. Ça veut dire qu'il y a une zone du verre qui va être à très haute température et du coup qui va se dilater d'après son coefficient d'expansion thermique, alors qu'il y a une zone qui est très proche, à quelques centimètres, qui est restée à température ambiante, puisque je peux la tenir dans la main. Donc du coup, ça veut dire que cette zone-là, qui est très chaude, va pouvoir se dilater. On n'a pas encore passé l'état, on n'est pas dans l'état liquide où le verre peut se ramollir, etc. Et donc du coup, généralement, quand on fait ça, tu le fais ? Ouais. Et généralement, quand on fait ça, la différence, mets des lunettes quand même, hop, voilà. Ah non, c'est des lunettes noires. Le fait qu'une zone du verre va se dilater parce qu'on la chauffe et une autre zone va pas se dilater parce qu'elle n'est pas chauffée, ça va entraîner la rupture du verre. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'est brisé. La dilatation a créé trop de contraintes. Une partie du verre était très dilatée, l'autre ne l'était pas. Du coup, ça a tiré dans les deux sens, ça a fini par lâcher. Dans le même ordre d'idée, quand on
l'épaisseur du produit fini est de 6 mm. Pourquoi? Honnêtement, je sais. Je sais pas. Pour les vitres, c'est une épaisseur qui est très standard, 6 mm. Est-ce que ça viendrait pas de simplement qu'il est vendu sous ce... En fait, c'est des plaques de 3 mm. Et si on met deux plaques de 3 mm, eh ben, on ne va pas avoir de déformation, ça va faire 6 mm. Si on met trois plaques de 3 mm, soit 9 mm, il va s'étendre. Si on n'en met qu'une de 3 mm, il va se contracter. Pour arriver à 6 mm. D'accord. Honnêtement, Joker. Après, vous allez voir des coefficients de surface qui sont en relation avec le support qui doivent exister. C'est la mouillabilité de la matière par rapport au support sur lequel est utilisé. Il y a plein de choses comme ça, des tensions, des angles qui doivent être respectés entre la matière et la coefficient. Des fois, le mercure, vous savez, par exemple, vous posez, il se met en forme de bille. Il y a des propriétés de surface, quand on pose sur un support, de telle sorte que l'angle est spécifique. Chaque lot, par exemple, Je ne sais pas s'il marche, celui-là, c'est Florence qui a celui qui marche, je crois. chaque matériau va avoir... C'est ce que vous avez observé quand on a chauffé le verre et qu'il a commencé à fondre. Il n'est pas resté sous sa forme originale. Il a commencé à se contracter, former une boule. Ça, c'est ce que Dame disait sur la tension de surface. Il contracte un peu sa surface et du coup, il essaye de faire quelque chose qui ressemble à une sphère, mais si on part d'une plaque, il se contracte un peu en s'épaississant. Ça, c'est lié au ramollissement du verre, probablement. Alors moi, j'ai peut-être une dernière explication. Parce qu'il y a plein d'hypothèses. La dernière hypothèse, c'est que quand vous avez votre lame de verre, quand elle a été fabriquée, si ce verre est fabriqué, par exemple, si on étire ce verre, enfin on le fait fondre, on étire ce verre pour en faire la plaque que vous achetez et qu'on le refroidit instantanément, ce verre-là, il va garder une certaine contrainte interne, il va garder une certaine tension à l'intérieur. Et c'est ce qui arrive si ce soir vous faites chauffer une bouteille en plastique d'eau, si vous la faites chauffer, ou un gobelet en plastique, si vous le mettez au micro-ondes et que vous faites chauffer de l'eau chaude, votre gobelet il va se rétracter, parce qu'en gros ce gobelet il a été étiré et refroidi, donc il est resté avec des contraintes internes. Et le verre, ça doit être un peu pareil, peut-être. Une autre hypothèse, c'est que ça soit ça, c'est que quand vous avez fabriqué quand le fabricant a fabriqué le verre, il était en tension, il était étiré pour peut-être l'amincir, et il a été refroidi, donc il a été figé dans cet état-là. Et quand vous le réchauffez, du coup, il aura tendance à se rétracter pour revenir à sa forme initiale. Voilà. Ça se voit très bien sur les gobelets en plastique ou sur les bouteilles de verre qui sont figées. C'est un matériau amorphe aussi, un polymère, et il est figé dans un état de déformation quand on fabrique une bouteille. Voilà. Donc après, il faudra qu'on se revoie et que vous nous disiez la conclusion. Il faut s'adresser au fabricant. J'avais une question sur le fluage. Est-ce que si on prend une plaque de verre, qu'on met une force dessus, etc., et sur des temps longs, est-ce qu'il y a une possibilité de déformation sur des temps très longs? Ah oui, ça c'est évident, c'est ce qu'on voit, c'est les phénomènes qu'on voit sur les vitraux des cathédrales et des églises. Il a été observé que les vitraux ont une base plus épaisse que le bas du vitrail a une base plus épaisse que le haut du vitrail parce qu'il y a un écoulement du verre, c'est un matériau qui est amorphe, c'est un liquide. On peut conclure. C'est un liquide, on a appelé ça un liquide solide, mais c'est vraiment un matériau qui est amorphe, donc il y a des propriétés d'un liquide. Voilà. Donc, par contre, c'est sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues, et ce phénomène d'écoulement, il est simplement activé, par exemple, par la température. Donc, si je fais chauffer cette baguette-là, avant même qu'elle atteigne le domaine liquide, elle se ramollit, en gros, elle va fluer. Voilà. C'est plus rapide parce qu'on est en température, mais finalement, en température ambiante, ça flue aussi. Une toute dernière question, décidément.
ressources en sable s'amenuisent, est-ce qu'on est capable de faire un verre synthétique qui ne sera pas un plastique ou l'autre? Et sinon, est-ce qu'il existe des entreprises qui permettent de recycler des verres usagés pour redonner des verres avec les caractères de pureté initiale? Alors le verre, il sera comme le verre classique, il est majoritairement à partir de silice. Il y aura toujours besoin de silice qui se trouve dans le sable, dans sa forme la plus courante. Après, le sable, il est beaucoup épuisé par la construction. C'est pas le verre qui va épuiser le sable sur Terre, en fait. Oui, mais c'est une toute petite partie par rapport au bâtiment, par exemple, qui va mettre des tonnes de sable pour consolider les ciments. C'est le constituant principal de l'écorce terrestre. Je pense qu'il va se passer du temps avant qu'on manque de verre. Oui. On le recycle. L'autre question, c'était sur le recyclage. Oui, le verre, c'est un des matériaux qui est recyclé depuis le plus longtemps dans les usages domestiques. Donc, il se recycle très très bien. Et il y a des moyens de le purifier si on voulait vraiment... Ce qu'on fait pas, la purification, elle est faite pour faire les fibres optiques, parce qu'il y a besoin d'avoir des degrés de pureté qui sont extrêmement, extrêmement élevés. Pour du verre de carreau, il n'y a pas besoin d'une très grande pureté. Et un petit complément, c'est que dans le recyclage du verre, ce qui est important, c'est que le verre, on va le récupérer, on va le refaire fondre pour refaire des bouteilles, etc. Il n'y a pas de dégradation du matériau par rapport à recycler un polymère qui risque de se dégrader. Il n'y a pas de dégradation du matériau au niveau de sa structure, au niveau des molécules, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins que pour un polymère. C'est pour ça qu'on dit qu'un verre a un cycle de recyclage qui n'est pas infini, mais qui est très très grand. Voilà. Par exemple, c'est facile d'enlever les pigments, les colorants? Non. Non, c'est pas si simple. Oui. Le verre doit être blanc, il doit être avec des matériaux neufs. Et l'anecdote, c'est que plus le champagne est cher, et plus la bouteille est opaque, et en fait, moins il coûte cher à fabriquer. Ça me semble un bon mot de conclusion. Il ne faut pas se fier aux apparences. On va finir sur le champagne, tout à fait. Je vous invite, ceux qui sont restés, à vous rapprocher, parce que c'était vraiment... On a plein de choses à vous montrer, et je pense qu'il y a quoi. Merci.